Bonsoir. À l'heure qu'il est, Foumban, la cité des arts, est déjà dans l'essence, la magnificence et l'effervescence du Ngwon, festival culturel des peuples Bamoun. Étant désormais citoyen d'un village planétaire, l'on peut oser la comparaison en indiquant que le Ngwon est à Foumban ce qu'est le Festival de Rio à la ville brésilienne de Rio de Janeiro en termes de notoriété, d'identité et de singularité. Là s'arrête la comparaison, car pour le reste, l'événement camerounais participe de ce que Cheikh Anta Diop appelle l'antériorité des civilisations nègres. À la différence du premier bal du carnaval de Rio tenu en 1840 au XIXe siècle, les origines du Ngwon remontent en effet à la fondation du royaume Bamoun au XIVe siècle par Nchareyen, petit-fils d'un Forifum, roi des Tikars. Interdit en 1924 par le roi Njoya dans un climat d'adversité coloniale, cet événement a été rétabli par Njimolu Njoya Sédou, 18e roi de la dynastie. Ibrahim Mbombo Njoya, son successeur arrivé au trône en 1992, institue la tenue biennale de cet événement. Après une interruption en 2020 du fait de la pandémie à coronavirus, la 548e édition a donc été convoquée par Sa Majesté Mohamed Nabil Mforifum Mbombo Njoya. Et c'est, première particularité, la toute première sortie de cet événement sous le règne du 20e roi au trône depuis 2021. La 548e édition s'est ouverte 2 jours après la remise au ministre des Arts et de la Culture, Pierre Ismaël Bidongpat, du certificat d'inscription du Ngwon sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Pour revenir en long et en large sur ce trésor de la culture nationale, entretien avec un homme de cour au double sens de ce mot. C'est évidemment le premier notable de la cour royale Bamoun, assimilé au Premier ministre du Royaume. C'est un haut fonctionnaire de la Cour suprême puisqu'il est le président de la Chambre des comptes de la dite cour. Abdou Yap est à l'origine magistrat hors hiérarchie. Il est au tribunal de votre magazine Actualité Hebdo, tribunal évidemment entre guillemets, pour la bonne cause du Ngwon et de la culture camerounaise, tout court. Abdou Yap, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous souhaitez être appelé comment durant cette émission, Monsieur le Premier ministre, ou alors vous avez une autre préférence? Je préfère être appelé Monsieur le Premier notable de la Cour royale Bamoun. Vous ne voulez pas de problème? Je ne veux pas de problème. Nous voulons rester dans le carnaval traditionnel pour ne pas emprunter à des termes républicains. Très bien. De votre position dans le royaume, votre position de premier notable évidemment, vous avez des nouvelles de la cour à tout moment. Comment va Sa Majesté Mohamed Nabil Mforifum Mbombo Njoya, le sultan roi des Bamoun? Le sultan roi des Bamoun se porte très bien, physiquement et moralement, malgré ses préoccupations de ces derniers temps. Ces préoccupations dues au fait à la volonté de voir le Ngwon se dérouler dans de bonnes conditions. Vous avez dit que c'est son premier. C'est un baptême pour lui et c'est une préoccupation fondamentale pour lui. Et je suis convaincu qu'il n'a pas de repos tous ces derniers temps parce qu'il faut résoudre les problèmes d'intendance, des problèmes d'hébergement et toute cette affluence du monde entier, n'est-ce pas, qui converge vers Foumban. Un autre problème, c'est que la modernité est venue un peu banaliser le pouvoir des autorités traditionnelles et la considération qui leur est due. Chez les Bamoun, le sultan roi est-il toujours aussi craint et aussi puissant? Est-ce que certains caciques de la cour, comme vous, ne se disent pas « c'est un jeune » ? Nous ne percevons pas le sultan sous ce prisme. Le sultan
on ne peut pas dire qu'un sultan est jeune. Le sultan est le roi de Bamoun, le sultan est le père de Bamoun, c'est le chef de la communauté Bamoun et nous lui devons respect et allégeance. Donc, la modernité joue son rôle de protection des populations, de protection des droits de l'homme, mais également nous avons le respect de nos traditions que nous admirons, que nous adorons. Donc, le sultan, c'est le sultan. C'est le sultan. Vous êtes Nji Fonfon, je ne sais pas si j'ai la bonne prononciation, l'équivalent donc de Premier ministre. Comment accède-t-on à une telle fonction et quels sont, disons, à la fois votre rôle et vos prérogatives? Je suis effectivement Nji Fonfon, vous l'avez bien prononcé. Merci. C'est le premier grand notable de la cour royale Bamoun. Comment on y accède? On accède à ce poste par choix discrétionnaire du sultan. Je ne veux pas vous dire qu'est-ce qui a milité à ce choix. En toute humilité, c'était un choix discrétionnaire. Je ne sais pas si je le méritais plus que les autres. Quoi qu'il en soit, j'ai été choisi. C'est la providence. Le rôle de Nji Fonfon assure la coordination générale des services assurés par les notables. C'est un rôle de coordination, un rôle de supervision. Nji Fonfon joue le rôle de courroie de transmission entre le sultan et les autres notables. Surtout les notables nommés par le sultan. Parce qu'il faut distinguer entre les notables qui sont de la lignée royale et qui sont de la famille royale et les notables nommés par le sultan. Les premiers étant les notables de sang. Les notables de sang, voilà. Nji Fonfon assure le règlement des litiges entre les notables et c'est lui qui intronise les notables désignés par le sultan. Je crois que là, ça reste le plus proche collaborateur du sultan, si vous me permettez. Ça veut dire que c'est également vous qui murmurez à l'oreille du sultan. Je peux l'affirmer, je peux l'avouer, parce que j'ai le privilège d'être constamment à ses côtés, d'essayer de discuter avec lui. Quels sont les autres titres de noblesse de la cour royale Bamoun? Les autres titres de la cour royale, nous avons les notables intronisateurs, les Nkom, les Momanfon. Les Momanfon, c'est les frères du roi. Les Nkom Chinchud, c'est des mots rébarbatifs, mais là, ce sont des princes, des notables qui acquièrent ce poste par la succession, de père en fils. Par l'héritage. Par l'héritage. Et il y a ceux qui sont nommés Nomanju, c'est des titres qu'on donne généralement à ceux qui assurent le rôle de maire du roi, les Ngbanifon, les adjoints au sultan, parce que vous avez le sultan, vous avez ces deux adjoints actuellement. Il y a deux adjoints qui sont désignés, les Titanfon. Les Titanfon sont les adjoints de Nji Fonfon. C'est eux qui forment ce qu'on a appelé tantôt le premier ministère. Et il y a Tangu, qui est le ministre de la Justice, et Manchutu Panka, qui est le ministre de la Guerre. Je crois que ce canevas est dicté sur une espèce d'organisation administrative. C'est pour dire que dans le passé, la cour royale fonctionnait déjà comme un gouvernement. Parce que j'allais justement vous demander le mode disons, de dévolution de tous ces titres-là. Il s'est dit que certains n'acquièrent pas toujours ces titres de façon, disons, légitime et que, comme faisaient les bourgeois français au XVIIIe siècle et même après, ils achètent ces titres à coups d'espèces sonnantes et trébuchantes. On fait donc les affaires à la cour du sultan roi. Je crois qu'il s'agit des interprétations, il s'agit là d'interprétations fallacieuses. Il y a ceux qui sont des notables qui acquièrent par succession. Il n'y a pas de problème. Il y a ceux que le sultan désigne. Et j'ai l'avantage de participer à cette désignation parce que dans mon rôle de Nji Fonfon, j'intronise les notables,
je participe parfois au choix de ces notables qui se sont fait remarquer par des actions grandioses dans le royaume. Le sultan ne les choisit pas seul, c'est un pouvoir discrétionnaire, mais il a constamment l'idée d'interroger son entourage sur le comportement bienfaisant, n'est-ce pas, de ceux-là qu'il va promouvoir. Allons-y pour le sujet principal de notre entretien, le festival Ngone, qui a donc débuté à Fumban vendredi dernier, il y a 2 jours. Ce sera, apprend-on, la 548e édition. Tout à fait. Cela signifie que c'est un événement qui a une longue histoire. Pouvez-vous l'évoquer, ne serait-ce que brièvement, dans ces grands moments? C'est une charrienne qui, vers les années 1394, avait commencé ce festival. Et plus tard, ça a été interrompu par le colon, par la période coloniale, où on trouvait qu'il y avait une atteinte à l'ordre public, et restauré par la suite en 1992, lorsque le roi Ibrahim Bobonjoya a accédé au trône. Depuis lors, la fréquence qui était annuelle est devenue bisannuelle, c'est-à-dire que tous les 2 ans. En sémiotique, y compris donc sémiotique événementielle, il n'y a rien pour rien, car en fait, tout a un sens ou rien n'en a, selon l'expression de Roland Barthes. Sur cette base-là, quelle est la signification attachée au Ngone et quelle place ce festival occupe-t-il dans, disons, votre communauté? Le Ngone permet le maintien de la cohésion sociale, d'abord entre les Bamouns. Parce que à Fumban, vous allez retrouver, Fumban qui est la capitale du département, vous allez retrouver les Bamouns venant de Massangam, de Malantuan, de Koutpa. Ils vont se retrouver à Fumban. Fumban sera plein comme un œuf. Et vous aurez non seulement les Bamouns du département, mais ceux de l'extérieur et les Bamouns de la diaspora. Ça veut donc dire que c'est un grand moment de rencontre, d'échange, et de discussions. Il n'y a rien de mystique dans... Oui, il y a un côté ésotérique, un côté mystique. C'est d'abord le Ngone. Lorsque le Ngone avait été lancé, c'était un moment, c'est comme une espèce de comice agro-pastoral, où il fallait présenter les récoltes. Les récoltes. Et il fallait arriver à classer, n'est-ce pas, les arrondissements qui excellaient sur le plan agricole. On avait dans Fumban, il fallait identifier ces entités. Ensuite, il fallait échanger avec le roi, discuter avec le roi et présenter, n'est-ce pas, la culture Bamoun dans tous les sens. Ensuite, il y avait ce côté démocratique où le roi était interpellé sur la gestion de la cité. Donc il descendait de son piédestal, il descendait de son trône pour être interpellé par les Fonangwon. Cela est-il encore possible aujourd'hui? Oui, cette interpellation, nous essayons de le faire sur la forme pour faire comprendre la démocratie qui a existé à l'époque dans nos traditions. Donc l'interpellation du roi, c'est le moment fort. Nous aurons cela le 7 décembre 2024. Avant la clôture. Avant la clôture. On va marquer une halte pour une des actualités fortes de cette semaine. Le chef de l'État, le président de la République, Paul Biya, a reçu un envoyé spécial de son homologue djiboutien, Ismaël Omar Guelleh, qui a donc dépêché un de ses ministres pour solliciter du président de la République son soutien dans le cadre du poste de président de la Commission de l'Union africaine, Yves Margmedzo. Djibouti est un pays de l'Afrique orientale situé dans ce qui est communément appelé la Corne de l'Afrique. La présence au Palais de l'Unité ce jeudi 28 novembre 2024 de Mohamed Abdul Kader Moussa, ministre de l'Environnement et du Développement durable de ce pays frère et ami,
participe de la politique d'ouverture et de l'offensive diplomatique que son président de la République a décidé de mener depuis son accession au pouvoir. Accueilli dans la plus grande solennité, comme souvent avec les hôtes de marque, à sa descente de voiture par le chef de protocole d'État, Simon-Pierre Bikele, Mohamed Abdelkader Moussa, qui est porteur d'un message du président de la République de Djibouti, Ismaël Omar Guelleh, à son homologue camerounais, Paul Biya, sera accompagné jusqu'au bureau présidentiel par le ministre, directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Vondoayolo. Monsieur Mohamed Abdelkader Moussa, ministre djiboutien de l'Environnement et du Développement durable. Monsieur le ministre, bonjour. Au cours de l'audience de près de 3 quarts d'heure que le président camerounais lui accorde, l'envoyé spécial djiboutien va dévoiler l'objet principal de son séjour en terre camerounaise, à savoir solliciter le soutien du Cameroun à la candidature du ministre des Affaires étrangères de son pays et en retour faire la promesse de soutenir la candidature de la compatriote Marie-Thérèse Chantal Ngakono, épouse Mfoula, au poste de commissaire en charge des infrastructures et de l'énergie à la Commission de l'Union africaine. J'étais porteur d'un message du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République de Djibouti, à l'endroit du président du Cameroun, son Excellence Paul Biya, pour lui présenter que Djibouti a soumis la candidature du ministre des Affaires étrangères pour les prochaines élections à la tête de la Commission de l'Union africaine. Et le président de la République nous a très bien réussi et nous a parlé surtout de relations bilatérales que Djibouti et le Cameroun aimeraient encore davantage développer. Djibouti aussi a eu fait que le Cameroun a présenté aussi la candidature au poste de commissaire à l'énergie de Mme Marie-Thérèse. Djibouti sera aussi à leur côté. C'est donc satisfait de l'accueil à lui réservé et de la qualité de ses entretiens avec le chef de l'État que l'envoyé spécial du président djiboutien a gagné son véhicule et quitté le palais présidentiel. Le Ngouane ne se tient plus avant 2 ans, depuis 1992, preuve qu'il demande du temps et bien davantage pour son organisation. Expliquez-nous à peu près comment fonctionne cette grosse machine organisationnelle. En fait, il faut avouer que le Ngouane est convoqué par le sultan roi de Bamoun. C'est lui qui fixe la date des festivités, crée et met en place des comités. Comme il a lui-même dit, il y a un côté socio-économique qu'il faut gérer et où on y trouve des spécialistes en la matière. Et il y a le Ngouane traditionnel. Je crois, en tête de file du Ngouane traditionnel, je joue un rôle très important. Il faut aussi avouer que le Ngouane n'est plus l'affaire réservée au Bamoun. On y trouve des investisseurs, des entrepreneurs qui viennent donner un coup de main dans le Ngouane économique pour pouvoir rehausser l'éclat des cérémonies. Et on retrouve des soutiens multiformes en provenance de l'État, des partenaires, des amis, ainsi de suite. Et ce Ngouane-là est devenu une sorte de vitrine diplomatique également du Cameroun. Est-ce que cela ne déteint pas sur le fond traditionnel, culturel et sur l'authenticité, disons, de cet événement? Nous faisons tout pour préserver l'authenticité, pour préserver le fond traditionnel. Je vous ai dit qu'il y a 2 colorations du Ngouane. Il y a le Ngouane économique et ce côté économique où on y trouve la publicité, ainsi de suite, se fait en l'absence du Ngouane traditionnel. Donc, nous essayons seulement de créer une certaine cohésion. Mais nous maintenons, n'est-ce pas, la forme traditionnelle de l'événement. À quoi assiste-t-on exactement en termes de contenu quand il s'agit du Ngouane? En termes de contenu, on assiste à la valorisation de l'unité Bamoun.
à la valorisation de la solidarité entre les Bamoun, la créativité du peuple Bamoun, et le plus important, c'est la démocratie africaine, l'interpellation du chef sur la gestion de la cité. Et cette interpellation qui est faite par le peuple profond, ce qu'on appelle les Fonangwon, et ayant à sa tête le juge suprême qui est le Tango, le ministre de la Justice, qui en principe peut déposséder le roi de ses pouvoirs, puisqu'au moment où le juge n'est plus roi, il est absous, n'est-ce pas, de la qualité de roi, et il répond aux interpellations. Ça prend une forme peut-être folklorique, mais nous voulons faire comprendre que cette démocratie était vivante dans le passé et dans nos cités. Est-ce qu'un tel incident, parce qu'on peut le considérer comme un incident, est-ce qu'un tel incident est déjà arrivé par le passé, c'est-à-dire une situation où pendant ce moment d'interpellation du sultan-roi, eh bien, que le ministre de la Justice se trouve obligé de le déposséder, de le déposer? Ça, c'est la sanction extrême. Le déposséder, c'est la sanction extrême. Mais en revanche, le sultan a été reçu des amendes pour certains actes répétitifs. L'édition de cette année, elle a quoi de particulièrement original, de nouveau, de fascinant? Le Ngwon est là, animé par des colloques, des ateliers de formation des jeunes et beaucoup d'innovations culturelles, des danses, des danses traditionnelles, des danses modernes. Je ne peux pas m'étendre sur les nombreux, parce que ça se passe depuis vendredi et chaque jour, vous êtes servi, chaque jour, vous avez des innovations. Il faut y aller pour découvrir ce que nous offrons au monde entier. Cet aspect colloque qui mobilise en principe et fait appel aux hommes des sciences, il ne vous fait pas peur parce qu'il risque de voir ce qu'il ne faut pas et de s'intéresser à ce qui ne les regarde pas? Nous n'avons pas peur, bien au contraire. Nous voulons que les hommes de science essaient de mieux appréhender ce que nous faisons, de mieux comprendre ce que nous faisons. Il n'y a rien de contraire à l'ordre public, il n'y a rien de nature à porter atteinte à nos valeurs humaines. Bien au contraire, nous présentons les coutumes telles qu'elles sont. Maintenant que Fumban est en fête avec le Ngwon, évoquons quand même le climat là-bas. Ce climat est toujours assez électrique entre la bouillonnante mer de Fumban, Patricia Tomaino Ndamjoya, et le palais royal, entre les autochtones et les autres communautés, singulièrement entre les Bamoun et Tikar, surtout depuis que le chef Tikar a osé appeler le sultan « mon fils ». Doit-on craindre que tout cela n'entrave et n'entache le festival, ou alors il y a quand même, on va dire, un cessez-le-feu, le temps de faire bonne figure et bonne presse devant les étrangers qui viennent au festival? Vous dites beaucoup de choses à la fois. C'est une atmosphère électrique, je ne crois pas. Vous avez Madame le maire qui est dans son rôle, mais nous appelons, n'est-ce pas, à plus de dignité dans la gestion de ces fêtes parce que c'est la mairie. Et de pondération. De pondération, c'est la mairie qui tire grandement profit de cet événement. L'état social entre nos frères Tikar, je crois qu'il y a plus de peur que de mal. Il y a eu un incident dont vous avez parlé
Mais je crois qu'il y a eu beaucoup plus de calme et nous pensons que le meilleur est à venir. Puisque nous sommes en pourparlers, c'est des querelles entre des frères et nous essayons d'en discuter entre nous. Je crois que la paix est imminente. C'est tout ce que je puis vous dire. Nous n'avons pas peur. Le climat n'est pas électrique. Je ne vous découragerai pas de venir à Fumban. N'ayez pas peur. Nous avons pris toutes les mesures de sécurité, toutes les mesures pour que tout se passe dans la sérénité, dans le calme. Malgré tout ce que vous dites là à propos des Tikars, je vais quand même vous poser cette question. En fin de compte, pour l'Ombamoun, le Tikar, c'est qui exactement? Juste un voisin, plutôt un ami, ou alors davantage un frère, ou carrément un ennemi, après tout ce qui s'est passé récemment? Le Tikar est d'abord et surtout, je pense, je ne dirais même pas surtout, le Tikar est un frère. Ce sont nos frères. Nous cohabitons ensemble, nous cohabitons à Magba pour trouver des Tikars à Fumban. Donc, ce sont des querelles intestines, des querelles entre frères. Des querelles de famille. De famille, et que les réseaux sociaux essayent d'exacerber. D'amplifier. D'amplifier, voilà le mot. Donc, nous ne pouvons pas considérer les Tikars comme des ennemis, non. Jamais. Monsieur le Premier notable, pourquoi appelle-t-on Fumban la Cité des Arts? La Cité des Arts, la réputation des Bamouns est axée sur l'artisanat. Nous avons des grands artisans à travers la production de nombreuses œuvres, vous le savez, dans le domaine du bois, du bronze et de la vannerie, la maroquinerie. Nous avons même à Fumban un quartier dénommé quartier artisanal. À cela s'ajoute, nous avons l'un des plus grands musées d'Afrique. J'espère que vous l'avez déjà visité. Lorsque vous y ferez un tour, vous comprendrez que le sultan nous a offert, le peuple Bamoun s'est offert, l'un des plus grands joyaux qui viennent, n'est-ce pas, confirmer le nom de Cité des Arts. À propos d'art, il y a un joyau architectural qui vient d'être construit au Cameroun, à savoir le nouveau siège de l'Assemblée nationale. Il a été inauguré hier, cérémonie présidée par le président de l'Assemblée nationale qui représentait le chef de l'État. Voici le film de l'inauguration. Du beau monde ce samedi à l'esplanade du nouveau palais de l'Assemblée nationale. Les Camerounais de tous bords, de nombreuses personnalités au rang desquelles le vice-président du Sénat, le premier ministre chef du gouvernement, les parlementaires, les autorités politiques, judiciaires, autorités chinoises et traditionnelles ont rehaussé de leur présence la cérémonie d'inauguration du nouveau complexe de l'Assemblée nationale. À travers une vidéoprojection, les invités ont découvert de bout en bout ce somptueux et magnifique édifice, dont sans contrepartie de la République populaire de Chine. Après cette visite guidée, des orateurs, 4 au total, se sont succédés au pupitre pour magnifier la belle coopération entre le Cameroun et l'Empire du Milieu. Pour le maire de la ville, cet imposant bâtiment qui surplombe le quartier Ngoekele dans l'arrondissement de Yaoundé 3e vient changer de manière impressionnante le visage de la capitale camerounaise, ceci grâce à une diplomatie de présence et de paix du chef de l'État Paul Biya. L'honorable Théodore Dato, maître d'ouvrage délégué, va exprimer à son tour toute sa reconnaissance au chef de l'État, à la maîtrise d'œuvre, au comité de suivi et au très honorable Kavaï Zibril qui lui a confié cette mission. Et surtout, la concrétisation de la volonté du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, de moderniser les institutions de la République.
Le premier vice-président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine, son Excellence Zhang Qingwei, représentant personnel du président de la République populaire de Chine, a loué l'aboutissement heureux de ce projet qui vient davantage consolider les liens d'amitié entre la Chine et le Cameroun, ceci avant de remettre solennellement les clés du nouvel immeuble siège de l'Assemblée nationale au chef de chambre Kavaïgué Djibril. En sa qualité de représentant personnel du chef de l'État, le très honorable Kavaïgué Djibril n'a pas tari d'éloges à l'endroit du donateur et du chef de l'État, Paul Biya. Monsieur le vice-président, soyez vraiment remerciés et recevez ici par ma voix le témoignage de la reconnaissance du peuple camerounais tout entier, la reconnaissance des élus qui occuperont désormais ce joyau et celle des plus hautes autorités de la République, en tête desquelles Son Excellence M. Paul Biya, président de la République, chef de l'État. Le chef de chambre a exhorté ses pairs à en faire bon usage. La cérémonie d'inauguration du nouveau complexe de l'Assemblée nationale s'est achevée par la remise des médailles à certains parlementaires, aux responsables de l'administration parlementaire et aux responsables de la délégation chinoise. Un mot peut-être, sinon deux, sur cet édifice fruit de la coopération sino-camerounaise. C'est un joyau architectural de haute facture. Je crois que la coopération sino-camerounaise s'est encore manifestée positivement lorsqu'on voit ce joyau. C'est tout ce que je peux avouer. Parlons un peu de ce fameux serpent à deux têtes que l'on retrouve également au frontispice du palais royal de Fumban. C'est un poncif de l'imaginaire et de la cosmogonie bamoun. Certains y voient l'expression d'une duplicité, voire de la duperie génésiaque et génétique du peuple bamoun. Évidemment, c'est une interprétation qui est totalement erronée. Est-ce que vous pouvez nous restituer un peu la vérité sur ce que symbolise ce serpent à deux têtes? C'est une interprétation fallacieuse. Nous avons souvent été victimes de cette interprétation parce qu'on y voit le bamoun comme le symbole de l'hypocrisie, avec une certaine incarnation du danger. Je peux vous restituer, n'est-ce pas, donner l'explication par rapport au roi Mbombo, qui est l'initiateur, n'est-ce pas, de ce serpent à deux têtes. À l'époque, c'était un roi très guerrier, un roi qui avait décidé d'étendre les frontières du royaume Bamoun. Et au cours de ces combats, au cours de ces croisades, il a demandé aux guerriers d'évoluer, d'avancer, mais de prendre soin en veillant sur les ennemis qui pouvaient attaquer de l'arrière. Ça faisait donc au moment où ils évoluaient, au cours de leur croisade, ils veillaient sur l'ennemi qui pouvait sortir, pouvait les surprendre. Et dans plusieurs cas, ils ont réussi à neutraliser ces ennemis. C'est comme l'image d'un match de football où vous avancez, une équipe offensive, mais qui doit veiller sur sa défense. Sur la défense. Donc, à partir de cette explication, parce que nous avons conquis un vaste territoire, il a conclu que le Bamoun est un serpent à deux têtes. C'est-à-dire que le Bamoun doit être animé de courage, de vigilance, de prudence. Et le palais royal le dit également, qui porte fièrement ce serpent à deux têtes qu'on peut voir dès l'entrée. Le palais royal porte trois symboles. Nous avons le serpent à deux têtes qui nous vient de l'imagination de Mbombo, l'araignée qui est la force de travail, qui peut avancer et reculer.
L'araignée, c'est le symbole du travail, et du travail bien fait. Ça, dans nos traditions, nous le savons. Ensuite, il y a le gong. Vous avez un gong, le gong de rassemblement. Le sultan le tient habituellement lorsqu'il veut faire appel à son peuple. Voilà les trois symboliques qui incarnent, n'est-ce pas, le royaume Bamoun. Abdou Diab, peut-on être roi des Bamoun à Foumban sans être un obligé du pouvoir central de Yaoundé? Autrement dit, le sultan tient son pouvoir de qui? Du pouvoir en place ou alors plutôt de sa communauté? Le pouvoir, le sultan est un chef traditionnel. Et à ce titre, comme tout chef traditionnel, il est un assujetti de l'administration. C'est pour cela que le sultan est présent à toutes les manifestations dans le strict respect de la légalité. Que souhaitez-vous comme premier notable du royaume Bamoun passer ce soir comme message à ceux qui vont se rendre? Certains même se sont déjà rendus à Foumban pour le festival Yungon. Je souhaite passer un message de paix, un message de cohésion, parce que le Ngwan, je vous ai dit tout à l'heure que le Ngwan a été créé par la volonté de cohésion, de solidarité et de brassage. Le Ngwan, c'est un grand moment d'échange et de partage. Donc moi, je souhaite au peuple Bamoun, à tous ceux qui y vont, beaucoup de tolérance, beaucoup de compréhension mutuelle et surtout la paix. Impossible de ne pas nous rappeler que le premier notable actuel est aussi président de la Chambre des comptes de la Cour suprême. Vous n'avez pas souhaité qu'on en parle puisque l'émission porte surtout sur Longwan, mais puisque il est rare de vous avoir sur un plateau et que actualité oblige, vous étiez d'ailleurs cette semaine à l'Assemblée nationale, je demande donc, s'il vous plaît, un recours spécial à l'ancien président des tribunaux que vous êtes pour dire un ou deux mots à propos, d'abord, un peu de vocabulaire et de sémantique juridique. Pourquoi une chambre et non pas une cour des comptes, comme on en voit partout ailleurs? Et puis, est-ce que vous êtes une juridiction? Pourquoi une chambre et pas une cour? Une chambre parce que la Constitution de 1996 a prévu dans une de ses dispositions que la Cour suprême est composée de 3 chambres. La chambre judiciaire, la chambre administrative et la chambre des comptes. À ce moment-là, nous sommes bloqués dans le carcan constitutionnel. Nous sommes un organe constitutionnel. Et malgré la circulaire du CEMAC, la CEMAC qui prescrit dans la sous-région que chaque pays puisse avoir une cour des comptes, nous restons encore une chambre des comptes. Mais nous avons toutes les fonctions exercées par une cour des comptes. Nous bénéficions d'une indépendance. Nous avons une indépendance de fonctionnement et nous avons des partenaires avec qui nous traitons, nous échangeons. Donc, ça ne nous rabaisse pas d'être une chambre des comptes. Cette chambre-là est-elle une juridiction? Cette chambre est une juridiction, c'est la juridiction financière du Cameroun. Nous jugeons les comptables, nous procédons à des audits, nous donnons des recommandations, nous jugeons, n'est-ce pas, les comptables des collectivités territoriales décentralisées. Nous assistons le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances. Nous certifions la régularité, la sincérité et la fidélité du compte général de l'État. Nous jugeons les ordonnateurs, les contrôleurs financiers et les comptables dans les conditions prévues par la loi. Donc nous restons la seule juridiction financière du Cameroun au regard de la loi. Vous venez là, en clair, de nous rappeler un peu le rôle de la Chambre. Une fois que vous l'avez dit, vous étiez à l'Assemblée nationale cette semaine. C'était juste pour
un forum d'échange avec les députés ou alors c'était aussi pour demander au Parlement de bien tenir ses comptes? D'ailleurs, est-ce que vous recevez régulièrement les rapports du Parlement? Nous étions au Parlement, nous étions d'abord au Sénat, puis à l'Assemblée nationale. Pas pour une interpellation quelconque, non. C'est une institution souveraine que nous ne serons interpeller. Et nous avons des rapports de collaboration avec le Parlement, parce qu'ils exercent aussi un pouvoir de contrôle sur l'exécution du budget. Et à ce titre, compte tenu de l'expertise que nous avons, nous échangeons avec les députés, les sénateurs, afin qu'ils puissent aussi échanger avec leur population, parce que nous avons besoin de plus de visibilité dans nos actions. La Chambre des comptes a 20 ans d'existence. Elle n'est pas très connue des Camerounais. Donc, le Parlement nous offre une vitrine qui nous permet de communiquer sur des sujets pointus afin de mieux nous faire comprendre par le peuple camerounais. À travers ses représentants. À travers ses représentants, merci. Vos audits, Monsieur le Président, sont diversement interprétés. Certains y voient tout simplement une démarche commandée pour mettre sur l'échafaud de la vindicte populaire ou de l'opération Épervier la tête soit d'un membre du gouvernement, soit d'un directeur général. Est-ce que c'est vraiment cela le but et la logique de vos perquisitions? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Nous n'avons jamais eu cet esprit revanchard. C'est d'ailleurs pour cela que beaucoup de contrôleurs ne veulent pas présenter leurs comptes, parce qu'ils voient à travers la juridiction de comptes une institution de répression. Non. La plupart des recommandations que nous formulons, la finalité, c'est de donner une impulsion à tous les gestionnaires. Nos recommandations ont un but didactique, un but pédagogique et non un but répressif. C'est ça qu'il faudrait comprendre. Un de vos rapports ayant fait tache d'huile dans l'actualité, c'est le rapport sur la gestion du Covid-19 qui a accablé un certain nombre de personnalités. On n'en parle plus aujourd'hui. C'est un rapport qui est classé. Ce rapport n'est pas classé, la preuve, vous l'évoquez. S'il avait été classé, vous n'allez pas l'évoquer. Les recommandations, actuellement, on est en train de tirer les conclusions des recommandations que nous avons formulées. Et dans les jours qui viennent, vous pouvez avoir, n'est-ce pas, des gens qui poursuivent pour des fautes de gestion. Ce que vous devez comprendre, c'est que la justice marche lentement, mais sûrement. C'est ça qu'il faudrait comprendre. Ce n'est pas en 5 ans qu'on va mettre en mouvement les actions judiciaires. Non. Que ceux qui ont commis des bourdes, ceux qui ont commis des fautes de gestion, des irrégularités de gestion, continuent à bien se tenir. Là n'est pas notre problème. Notre problème, c'est d'amener les gens à se comporter de manière saine. C'est ça le but recherché par le chef de l'État. Et de protéger donc la fortune publique. Tout à fait. Et à ce propos-là, que contrôlez-vous qui ne le soit pas déjà par le contrôle supérieur de l'État et, disons, les autres structures en charge de la protection de la fortune publique? Vous, quand vous parlez, c'est comme un journaliste me disait, il y a trop d'organes de contrôle. Il y a la CONAC. La CONAC, c'est la corruption. La CONAC reçoit des dénonciations et puis vous fait essayer de mener des enquêtes. Vous avez la NIF qui s'occupe, n'est-ce pas, de la circulation financière et ainsi de suite. Vous avez le CONSUPE. Le CONSUPE exerce un contrôle interne, parce que le CONSUPE fait partie de l'exécutif. Nous exerçons un contrôle externe, parce que nous sommes une juridiction, la juridiction financière.
Pourquoi, Monsieur le Président, les administrations renâclent-elles tant à vous tenir des rapports de leur gestion, d'aucunes allant même jusqu'à envoyer à la Chambre des comptes des rapports dont la sincérité des écritures est contestable et contestée par votre institution? C'est de bonne guerre. Aucun gestionnaire n'aimerait être contrôlé. Et tous ceux qui ont le pouvoir ne veulent pas être contrôlés. Vous allez voir, en fait, la plupart. Et si à un moment donné, l'impunité a fait son nid dans notre pays, c'est parce que les gens résistaient au contrôle et passaient à travers les mailles de ce contrôle. Notre volonté, c'est d'arriver à contrôler tous ces gestionnaires autant que nous pouvons. Ce ne sont pas seulement des contrôles de régularité, nous avons également des contrôles de performance. À partir des contrôles, nous pouvons aussi apprécier, nous pouvons dire que telle société fonctionne, c'est l'une des meilleures sociétés dans son fonctionnement. Je ne sais pas pourquoi les gens redoutent les contrôles au point de ne pas pouvoir déclarer les comptes. Notre volonté, nous prenons des mesures pour que toutes les sociétés, si vous prenez le cas des collectivités territoriales décentralisées, nous avons passé des accords avec le FECOM pour que le FECOM ne puisse accorder des aides qu'à des sociétés qui produisent les comptes, à des collectivités territoriales qui produisent des comptes. Quelle est l'importance, Monsieur le Président, de la reddition des comptes dans un pays comme le nôtre? La reddition des comptes dans un pays comme le nôtre est déterminante pour le bon fonctionnement, pour la survie de l'investissement. Et sans cet investissement, nous n'allons pas atteindre une société émergente. S'il n'y a pas cette reddition de comptes, on ne peut pas apprécier la gestion des fonds publics. Donc c'est déterminant pour la survie de notre pays, pour la survie des fonds publics. Encore un mot, peut-être un dernier sur le festival Ngone. Il y a eu cette semaine la remise du certificat d'inscription de ce festival sur la liste représentative du patrimoine culturel et immatériel de l'humanité. Certificat remis par Paul Couster, qui représentait l'UNESCO, au ministre Bidung Pat. Voici le compte rendu de Christelle Beina. Moment historique pour le Cameroun et la communauté Bamoun. La Cité des Arts en effervescence, le patrimoine mondial s'ouvre grand les bras. L'emblématique Ngone entre dans l'histoire de l'humanité au rythme des déhanchés de la dynastie charienne. Premier élément inscrit par le Cameroun sur la liste prestigieuse, une fierté nationale qui résonne comme un tambour dans la nuit. Il y a d'abord un effet de notoriété. Sur la base de cette inscription, un grand travail de préservation et de développement local pourra être entrepris. Rendez-vous vieux de plus de 500 ans. Un moment de communion où le passé et le présent conjuguent une fusion sacrée. La culture Bamoun s'illumine. La 548e édition est dans les starting blocks. Et le monde entier est invité à célébrer cet héritage vivant. Il s'agit d'un exemple d'éléments culturels de référence pour lesquels une attention particulière du ministère des Arts et de la Culture devrait être accordée dans l'optique de consolider les traditions, les us et coutumes dans nos localités. Le Ngondo, le Mvet, le Tokna Massana, des joyaux culturels camerounais également candidats à l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO pour dépasser les frontières communautaires et hisser l'art et la culture camerounaise au firmament de la scène internationale. En quelques mots, en quelques secondes, comment ce certificat a-t-il été accueilli au sein de la communauté et même spécifiquement à la Cour royale? La remise de ce certificat d'inscription du Ngone au patrimoine immatériel de l'UNESCO a été un temps fort, un moment historique, accueilli avec beaucoup de bonheur. J'ai eu l'honneur de représenter sur sa demande le sultan roi de Bamoun, Nabil
Forifumbo Monjoya. Et c'était avec beaucoup d'émotion, beaucoup de joie que nous avons assisté à cet événement parce que le certificat a été remis aux membres au gouvernement, à l'État du Cameroun. Et nous étions les observateurs avisés, nous étions invités pour pouvoir être des témoins de cet événement. Il appartiendra, n'est-ce pas, à l'État du Cameroun de savoir. À ce moment, nous avons découvert que ce n'était plus l'affaire de Bamoun. Ça devient une affaire de l'État du Cameroun. Et l'État a dit que c'était une fierté pour la communauté de Bamoun d'ouvrir le bal. D'ouvrir le bal, n'est-ce pas, des autres cultures qui frappent à la porte de l'inscription au patrimoine immatériel. Nous avons le Ngondo qu'ils ont évoqué, nous avons le Mvet, etc. Donc nous sommes les pionniers en la matière. Je termine par vous-même, Abdou Yap. Vous êtes un homme craint à cause de vos fonctions antérieures de président du tribunal criminel spécial, mais aussi à cause de vos fonctions actuelles de président de la Chambre des comptes. Cela peut signifier que vous n'hésitez pas à utiliser la Chambre des comptes pour régler les comptes à vos ennemis ou aux ennemis de vos amis. Êtes-vous coupable de ce type de pratique-là, de ce genre d'instrumentalisation des pouvoirs, du pouvoir? Merci pour la question. Vous voyez que j'hésite un peu, parce que cela ne m'est jamais passé à l'esprit d'utiliser mes fonctions pour pouvoir affaiblir ou bien pour porter atteinte à la liberté des uns et des autres, aux intérêts des uns et des autres. Non. Ce que je peux ajouter, c'est que nous tous, nous croyons en Dieu et nous allons répondre de nos actes. C'est pour cela qu'il faut faire un effort d'objectivité, un effort de vérité dans tous les actes que nous posons. Je dors sans problème. Avec la conscience tranquille. Avec la conscience tranquille. Mais si ce n'est vous, c'est peut-être vos collaborateurs. C'est possible, mais j'essaie d'assainir mon entourage, de leur prescrire, n'est-ce pas, une conduite exemplaire. Et je ne peux pas me juger, ça peut arriver que des gens soient victimes de certains abus, des abus inconscients, ou bien de moi ou de mon entourage. Objectivement, ça ne me ressemble pas. Magistrat hors hiérarchie et, je l'ai dit, tout premier président du tribunal criminel spécial, vous avez cuisiné beaucoup de hautes personnalités qui sont aujourd'hui en prison. Dans certains cas, on peine à trouver les preuves qui les accablent ou le corpus délicti, comme vous dites en justice. Cela signifie-t-il que la justice est injuste dans notre pays? Est-ce que, pour certains cas, vous avez des regrets? Vous avez glissé subrepticement pour atteindre un domaine que je ne voudrais pas, mais je suis obligé de répondre à la question. Non, je n'ai pas de regrets. Je n'ai pas de regrets. Je ne sais pas si j'aurais changé si j'avais à recommencer. J'ai fait 5 ans à la tête du tribunal criminel spécial. Nous avons mis ce tribunal en marche. Il continue à œuvrer inlassablement dans le paysage judiciaire du Cameroun. Et je ne pense pas avoir condamné des gens. Nous n'avons pas peiné à trouver des preuves. Dans tous les cas, nous avons agi conformément à la loi, conformément à l'esprit de notre serment. Donc pour vous, et sur cette base-là, la justice camerounaise n'est pas injuste? La justice camerounaise n'est pas injuste. Est-ce que des fois, et ce sera ma dernière question, lorsque vous regardez l'intitulé de votre fonction actuelle, président de la Chambre des comptes de la Cour suprême, vous n'avez pas envie de supprimer Chambre des comptes pour que l'intitulé devienne, disons, plus court et la fonction plus puissante encore?
Oui, mon rêve, c'est d'être président de la Cour des comptes, pas président de la Chambre des comptes de la Cour suprême. Je crois que ça, c'est un rêve. Ni président de la Cour suprême, premier président. Non. Je ne veux pas bousculer, n'est-ce pas, ma hiérarchie. C'est très indécent de dire que je voudrais être premier président de la Cour suprême, non. Je crois que président d'une chambre de la Cour suprême, je remercie Dieu de m'avoir ici à ce niveau. Vous ne demandez pas autre chose? En l'état, non. Abdou Yap, premier notable du royaume Bamoun, magistrat hors hiérarchie, président de la Chambre des comptes de la Cour suprême du Cameroun. Merci d'être venu à Actualité Hebdo et surtout d'avoir accepté cette dérogation de parler de vos autres fonctions, autrement que de celle de premier notable du royaume Bamoun. C'est moi qui vous remercie sincèrement de l'intérêt que vous avez attaché au Ngoun, partant à la communauté Bamoun. Bon, je comprends la glissade s'agissant de mes fonctions. C'est ça que je redoutais parce que, vous savez, le mois est à Issab et les magistrats habituellement fuient les interviews à cause de ce genre d'insinuations qui sont parfois malheureuses, qui nous amènent parfois à parler, de dire des choses désagréables. C'est peut-être agréable pour vous, mais c'est parfois désagréable pour certains qui nous écoutent et qui ont subi les affres, n'est-ce pas, de la justice. C'est moi qui vous remercie. C'est pour l'intérêt de la bonne information des Camerounais, Monsieur le Président. Merci, monsieur. Merci. Mesdames et messieurs, tout passe et nous passons tous, mais ce pays restera. Prenons donc grand soin du berceau de nos ancêtres, le Cameroun. Bonsoir.